السلام على أشرف المرسلين. على بركة الله نناقش اليوم أطروحة لإنشاء الدكتوراه في العلوم الإسلامية في اختصاص الحضارة الإسلامية من عدد الطالب إبراهيم شرافي من المغرب. عنوان الأطروحة Le pouvoir politique en islam, fondement et modalités de sa construction. بإشراف الأستاذ الدكتور نجم الدين الهنداتي. سنعطي للطالب في حدود مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة أن تقدم عملك 20 أو أكثر بقليل بين 20 و 30. نحن بدأنا متأخرين نريد الإيجاز والدقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Mohamed. Monsieur le Président, Monsieur l'examinateur, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, avant de retracer devant vous les principales étapes de la recherche qui nous rassemble aujourd'hui, je tiens après m'abord à vous remercier d'avoir consacré de votre temps que je sais précieux pour lire mon travail et de l'intérêt que vous avez voulu lui accorder en prenant part à ce jury. Je remercie aussi tout particulièrement mon directeur de thèse, le professeur Najmuddin Hantati, pour sa confiance et ses conseils qu'elle m'a donnés sans lesquels cette recherche et ce travail n'auraient pu aboutir. Je vous avoue que le fait de me mettre devant vous aujourd'hui pour soutenir un travail académique et universitaire fut un rêve de longue date remontant à plus de 25 ans. Mon rêve que voici se concrétiser, Dieu merci, devant une panoplie d'universitaires et en l'occurrence dans l'enceinte de la prestigieuse université du monde arabo-musulman, Zaytouna à Tunis. Chers membres de jury, plutôt que de reparcourir l'ensemble des éléments de ce travail qui a été porté à votre connaissance, je souhaiterais le faire traverser par un faisceau de motivations qui ont impulsé sa mise en œuvre, ce qui permettra d'en enrichir par ricochet la portée et le contenu. Mais avant tout, je dois vous faire rappeler rapidement l'intitulé de ce travail et qui fait l'objet de cette soutenance. Le pouvoir politique en islam, fondement et modalités de sa concrétisation. Autour de ce titre, plusieurs questionnements se posaient pour formuler naturellement la problématique principale, aussi bien que les problématiques secondaires qui s'imposent à cet égard. Alors, les problématiques s'articulent ainsi. Dans quelle mesure peut-on parler de l'existence d'une conception du pouvoir politique en islam? Sur quelle base les sociétés musulmanes pourront-elles forger un modèle de pouvoir politique? À quel modèle, in fine, l'État pourrait-elle aspirer? Sur quel fondement et sur quels critères? Comment pourrions-nous expliquer l'échec des anciennes expériences des empires musulmans et des États-nations du monde arabo-musulman? Ensuite, accepter de faire parcourir cette intervention avec moi et d'embarquer dans un voyage scientifique qui présente un intérêt très manifeste jusqu'à nos jours. En effet, mes études de droit public en France, qui ont initié dans un premier temps à m'intéresser à la notion de l'État, à la notion du pouvoir politique, à l'émergence des institutions de gouvernance, etc. Ce parcours juridique que j'ai entamé jusqu'à présent en France m'a mis dans un contexte favorable pour effectuer des rencontres avec des penseurs occidentaux au travers de leurs théories et leurs écrits. À cet égard, j'en cite à titre d'exemple, et je l'ai montré dans mon travail, deux catégories de pensées et de penseurs. D'abord, ceux qui ont été à l'origine de théoriser l'État à partir d'un contrat social, des auteurs chrétiens comme Saint Paul, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin et d'autres. Ces derniers
ont toujours défendu la théorie qui considère l'État et le pouvoir comme d'origine divine, aussi bien que Thomas Hobbes, Jean Locke et Jean-Jacques Rousseau, qui considèrent la construction de l'État comme un procédé dense d'un phénomène volontaire, c'est-à-dire d'une volonté des hommes à s'associer pour conclure entre eux un contrat. Ensuite, une rencontre faite avec ceux qui défendent la théorie de la jeunesse de l'État et du pouvoir politique à partir d'une institution, en l'occurrence avec Maurice Horiot, pour qui l'État procède de la volonté d'un certain nombre d'individus de mettre en place un ordre social et politique. Autrement, le pouvoir politique est construit à partir d'un groupe d'hommes, les détenteurs de l'ordre. Cette institution, l'État, pouvoir politique, à laquelle ils apportent ultérieurement leur adhésion. Horiot considère l'État un phénomène consensuel et non pas contractuel, ce qui permet de distinguer l'État des gouvernants. En d'autres termes, l'État et le pouvoir politique est une institution détachée. Cela également confère in fine à l'État une légitimité permanente. Aucune rupture dans l'exercice du pouvoir, même en cas de disparition du détenteur du pouvoir, le chef de l'État, ce que l'on appelle une intérim présidentielle. Ce parcours que j'ai entamé et cette rencontre avec ces penseurs et ces écrits, ainsi abrégés, m'a poussé à m'intéresser à l'État et au pouvoir politique en tant que conception et au pouvoir politique dans l'espace arabo-musulman. Un intérêt animé par un désir, voire une conscience et une curiosité intellectuelle, sans a priori de me lancer afin de labourer ce terrain que je vous avoue, et je l'avoue devant vous, un terrain qui reste et demeure miné et parsemé d'embûches. Alors, voici ma faute intellectuelle originelle. D'abord, le phénomène lié aux instabilités. Des instabilités chroniques qui ont marqué l'histoire politique des musulmans m'a toujours intrigué et posa par ricochet des questionnements relatifs à la gouvernance et à l'autorité dans ce même espace. Une analyse comparée et comparative entre le droit constitutionnel positif et le droit musulman s'imposait pour non seulement expliquer mais également comprendre d'une manière scientifique les raisons qui ont toujours accompagné les déclins successifs dans l'exercice du pouvoir politique, et ce depuis la mort du prophète, prière et paix sur lui. À cet égard, le fameux repère historico-politique fut l'approche faite d'abord par Ibn Khaldoun dans son ouvrage La Muqaddima prolégomène, quand elle parle de la Asabia. Cette dernière, dans sa grandeur et dans son déclin, était le seul élément qui expliquerait vraisemblablement cette instabilité. Un intéressant constat. Ce dernier a donné des indications fortuites qui m'ont fait évoluer dans ma réflexion sur le sujet. En effet, l'intitulé du sujet était au début la notion de l'État en islam. Mais après une longue recherche et après réflexion, je me suis rendu compte que ce titre ne serait qu'une répétition de ce qui existait déjà et par définition, aucune valeur scientifique ajoutée ne serait récoltée le cas échéant. Je me suis donc inspiré de la critique que Ibn Khaldoun formulait à l'égard de ses contemporains historiens musulmans quand elle dit, je le cite, « L'histoire chez les théoriciens de la pensée et de la conception de l'État et particulièrement chez Thomas Hobbes, Durkheim et Max Weber. Ceux-ci disent que l'agressivité et la canalisation ne peut se faire que par le pouvoir modérateur, et ce pouvoir modérateur, nous le retrouvons chez Thomas Hobbes quand il dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Deuxième élément, une histoire politique musulmane fragile. Les musulmans, depuis la mise en place d'un pouvoir politique monarchique, après l'assassinat du dernier calife, Ali ibn Abi Talib, ont accepté une histoire déraillée, une histoire détournée de ces grands principes généraux, les grandes valeurs politiques de l'islam. Ces grands principes fondateurs du politique en islam que l'on retrouve par déduction dans le Coran, dans la pratique prophétique et dans l'exercice des 4 califes. Cette histoire qui a toujours été racontée et dite par la théologie politique, miroir des princes, en faveur des autorités à la fois despotes, tyrans, totalitaires. Cette histoire transparente
transportera avec elle un héritage à la fois fragile et déconstructif, de fondateur de la gouvernance en islam. Troisième élément et troisième faute, les devoirs. Deuxième point, la méthode de recherche. Ce travail de recherche a nécessité une méthodologie scientifique basée sur une approche qualitative avec une analyse de traces. Cette méthodologie est menée par plusieurs instruments et outils qui se résument une analyse historique et analyse de contenu. Cette méthodologie a permis de couvrir l'essentiel de ce travail. L'analyse de sources était des moyens méthodologiques adoptés pour cette recherche afin de s'assurer de l'affirmation ou de l'information de la problématique posée en amont à cet égard. Et je vous avoue, chers membres du jury, que j'ai, tout au long de ce parcours, fait une rencontre magistrale. Cette rencontre qui m'a permis des difficultés rencontrées. Le choix du titre n'était pas forcément simple, c'était laborieux. Et ça n'a pas été facile à formuler. J'avoue que ce n'est pas du tout facile à écrire ou de rédiger un travail où toutes nos idées liées au sujet qu'on veut traiter doivent être rassemblées de manière cohérente et harmonieuse et précise, en répondant également à une méthodologie. Il y a une force réellement, une pression académique précise qui s'impose à cet égard. Une autre difficulté rencontrée est la réalisation de l'état des lieux, concernant mon sujet. Jusqu'à présent, j'ai trouvé peu de travaux qui ont été consacrés aux études basées sur le principe de la justice, car elle est légitime, ce qui est juste. Enfin, eu égard à l'autorité, et là je cite Ibn Khaldoun, résume le rapport des Arabes avec la notion de l'autorité en disant que la nature bédouine, nomade et tribale règne en permanence sur le politique. Cette parole, je vais le citer, Médine, le fameux penseur musulman, les deux principes fondamentaux, à savoir la légitimité politique des détenteurs de l'ordre, la question de l'alternance du pouvoir et sa transmission pacifique via la volonté et le consentement populaire sont les deux matrices qui serviront de fondement et de jalon à la genèse d'un pouvoir politique et d'un État stable et de sa grandeur. Sans ces fondements, la construction s'écroulera. Chers membres du jury, je vous remercie infiniment et merci pour vous, merci pour votre écoute, aussi bien pour les présents. Avant de conclure mes propos, je dois un grand merci à l'Institut supérieur de la civilisation islamique de Tunis qui nous a permis des moments de grande sérénité comme cela. Je remercie le président de l'université, M. Abdel Bouazizi, et je remercie également le directeur de l'Institut supérieur de la civilisation islamique, M. Hicham Grissa, et également, je n'oublierai pas de dire un merci à mes enfants qui m'ont vu s'absenter, qui m'ont vu me dérober des fois, de temps en temps, à mes responsabilités. Merci à mon fils qui a accepté de m'accompagner, de venir faire le voyage avec moi pour assister à cette soutenance. En sa présence, je suis très fier de ce que je fais jusqu'à présent. Je suis très fier aussi de leurs encouragements. Un grand merci à mes parents et surtout à ma mère qui n'a jamais cessé de m'encourager. Et de m'adresser des invocations qui seront certainement exaucées. Sans oublier ma femme, mes frères, ma petite sœur qui m'ont fait confiance et m'ont soutenu tout au long de ce travail. Je tiens dorénavant et d'ores et déjà volontiers à votre disposition pour partager et répondre aux différentes suggestions, questions et propos complémentaires que je voudrais bien m'adresser. Merci à vous. بعنوان القوة politique pour l'islam, fondement et modalité de sa construction. بإشراف الأستاذ الدكتور نجم الدين أمانتي. وبعد المناقشة والمداولة صرحت أعضاء اللجنة بنجاحه بملاحظتي مشرف جدا. ولا أصدقك الشهادة أن بعد تقوم بالإصلاحات حسب ما جاء في ملاحظات اللجنة. مبروك عليكم.
ان شاء الله مبروك. هاي صفة حجام هذا. شاء الله